Et si la prochaine grande défaite en Ukraine ne venait pas d'un tank, mais d'une simple ampoule éteinte? On imagine souvent la guerre comme une question de canons, de chars ou de missiles. Mais aujourd'hui, dans la nuit ukrainienne, ce sont les drones, les explosions silencieuses et les pannes d'électricité qui redessinent le champ de bataille. Des deux côtés, l'escalade des frappes nocturnes est devenue quasi quotidienne. D'innombrables drones sillonnent le ciel, frappant loin derrière les lignes, tandis que les explosions secouent parfois plus fort les bâtiments civils que les installations militaires. Chaque nuit, c'est un duel de nerfs et de technologie. Le ronronnement des moteurs, les projecteurs qui balayent les rues désertes, et soudain une lumière qui s'éteint pour de bon. La tension est palpable. Les ciels s'embrasent au-dessus d'Odessa, de Volgograd, de Kiev, de Saratov. En quelques minutes, la nuit se transforme en cauchemar pour des millions de civils. Les réseaux sociaux s'enflamment d'alertes, les vidéos des incendies font le tour des applications de messagerie. Les gouverneurs rassurent à voix basse, mais tout le monde sent que la ligne de front s'efface, remplacée par un front invisible, celui de l'énergie, de la logistique, de la survie urbaine. Les premiers signes sont là. Les coupures électriques plongent des quartiers entiers dans l'obscurité. L'eau chaude et le chauffage deviennent des privilèges. Les files d'attente s'allongent devant les stations de recharge. Les sirènes de raids aériens rythment les nuits blanches. Petit à petit, le chaos gagne du terrain. Pas seulement à cause des bombes, mais parce que toute la vie quotidienne devient imprévisible et dangereuse. À ce rythme, c'est plus qu'une question de sécurité. C'est la lumière, le confort, le sommeil, l'espoir de chacun qui sont en jeu. On dépense des milliards pour réparer les infrastructures, on perd de précieuses heures à gérer l'urgence, et chaque coupure, chaque explosion fissure un peu plus la confiance d'un peuple envers son avenir. Pour comprendre comment un pays entier peut basculer dans l'obscurité, au sens propre comme au figuré, il faut d'abord voir comment cette crise s'est installée et pourquoi aujourd'hui une simple panne de courant peut marquer le début d'un effondrement silencieux. Plongeons ensemble dans les racines de cette nouvelle crise, pour dévoiler comment le front s'est déplacé jusque dans les foyers et les rues de l'Ukraine. La nuit n'est plus une pause, c'est le moment où tout se joue. Au cœur de l'Ukraine frappée par la guerre, chaque crépuscule devient une épreuve. Dès que le soleil disparaît, les attaques redoublent d'intensité. Les drones ukrainiens traversent la frontière et frappent des infrastructures en territoire russe, parfois jusqu'aux usines qui ne s'arrêtent jamais. En retour, la Russie frappe Odessa et d'autres zones sensibles, lançant une vague de représailles qui plonge la population dans la peur et l'incertitude. Les conséquences sont immédiates et brutales: incendies, destruction de bâtiments portuaires et administratifs, coupures d'électricité à répétition. Dans les rues, les habitants se retrouvent plongés dans l'obscurité, dépendant de bougies ou de batteries portatives, tandis que les sirènes d'alerte rythment leur nuit sans sommeil. Sur les réseaux sociaux, la panique se propage aussi vite que les vidéos de flammes et de destruction. Les rumeurs se mêlent à la réalité dans un chaos d'informations. Odessa, autrefois vibrant carrefour maritime, voit son port, ses postes électriques et ses dépôts logistiques visés sans relâche. Les explosions illuminent le ciel, les coupures d'électricité deviennent endémiques, et la crise énergétique démarre véritablement. Les autorités tentent de rassurer, mais la population s'habitue à vivre sous la menace constante et le sentiment d'impuissance gagne du terrain. Chaque nuit sans lumière affaiblit la cohésion sociale, la confiance envers les institutions et la capacité de résistance de la société. La tension monte dans les quartiers privés d'électricité, les hôpitaux tournent au ralenti et les commerces ferment plus tôt. La moindre panne devient une question de survie, fragilisant le tissu urbain et la vie quotidienne d'une nation déjà à bout de souffle. La véritable peur n'est plus seulement celle des bombes, mais celle de la perte de contrôle. Que se passera-t-il si la lumière ne revient pas ? Si la confiance s'effrite jusqu'à la rupture? C'est dans cette obscurité que se joue le sort du pays, bien au-delà des affrontements sur la ligne de front. Mais au-delà de ces frappes visibles et de ce chaos nocturne, une autre bataille se déroule dans l'ombre, celle des espions, des intrigues et de la désinformation, où chaque information peut être une arme. Quand le héros du jour peut être un traître de la nuit, dans les coulisses de la guerre en Ukraine, une nouvelle bataille fait rage, celle de l'ombre, là où personne ne peut savoir à qui se fier, même parmi les siens. Tout commence avec une incroyable tentative de défection. Un pilote russe aux commandes d'un MiG-31, appareil mythique capable d'emporter des missiles hypersoniques, aurait été approché par des agents ukrainiens et occidentaux. L'objectif, le convaincre de s'envoler avec son avion vers une base alliée en échange d'argent, de promesses et d'une nouvelle vie.
Mais ce qui ressemble à un scénario de film d'espionnage va rapidement tourner au cauchemar. Pendant des semaines, la manipulation s'intensifie, entre messages codés, rendez-vous secrets et faux espoirs. Pourtant, au moment décisif, tout bascule. Le pilote, loin de s'enfuir, retourne le piège. La Russie, parfaitement préparée, surveillait l'opération depuis le début. Résultat, arrestation, perquisition, identité compromise et réseau adverse exposé. L'opération, conçue pour porter un coup majeur au moral russe, se transforme en fiasco retentissant pour Kiev et ses partenaires. Les conséquences sont immédiates. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'Ukraine, la confiance s'effrite. On soupçonne des fuites, des infiltrations au sommet de l'armée et des services secrets. La paranoïa gagne les rangs, chacun redoutant l'espion, le traître ou même l'agent double tapi parmi les alliés. Le scandale s'étend jusqu'aux chancelleries occidentales. Les conversations interceptées, les plans déjoués, jettent une lumière crue sur la fragilité des réseaux de renseignement. Kiev doit se justifier face à ses partenaires, certains doutent compte désormais de la solidité de la chaîne de commandement ukrainienne. Ce n'est plus seulement une affaire militaire. La réputation de l'Ukraine est en jeu, tout comme celle de ses alliés. Chaque échec secret sème la méfiance, chaque rumeur nourrit la crise. À l'heure où la guerre exige unité et sang-froid, l'ombre de la défiance menace toute la structure du pouvoir. Le risque ? Une perte de crédibilité sur la scène internationale, l'éclatement de la confiance entre alliés et l'effritement d'une organisation déjà mise à rude épreuve par la guerre. Alors que la méfiance s'installe partout, la désorganisation gagne le front. La guerre ouverte n'est plus qu'une partie de l'enjeu. Désormais, la survie d'un pays se joue aussi dans sa capacité à résister à l'usure de l'intérieur. Mais la guerre de l'ombre ne s'arrête pas aux portes des états-majors. Elle frappe aussi au cœur des villes, paralysant l'énergie, la logistique et le moral. Comment un pays déjà épuisé par les combats peut-il tenir face à la peur et au chaos du quotidien ? Quand le front s'effrite, c'est la société entière qui vacille. Pokrovsk. Jusqu'ici, la ville était considérée comme une forteresse stratégique, un verrou rassurant sur la carte. Mais la nuit où tout a basculé, ce n'est pas l'ennemi qui a percé la première brèche, c'est la désorganisation qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Les communications ont commencé à tomber. Entre les unités, les ordres se sont contredits ou sont arrivés trop tard. Certains postes ont cru à un repli général, d'autres à une contre-attaque. Dans la confusion, chacun a pris des décisions dans l'urgence, sans vision d'ensemble. Très vite, la ligne de défense s'est disloquée. Les soldats n'avaient presque plus de ravitaillement. Certains n'avaient pas dormi depuis plus de 2 jours, d'autres, blessés ou fiévreux, tenaient leur position par instinct plus que par stratégie. Un jeune sergent raconte cette nuit. On ne savait plus qui commandait, on attendait juste les éclairs au loin. Dans les abris, les civils se tassaient, certains avec de petits enfants, d'autres ayant tout laissé derrière eux, sauf une valise. L'hôpital a vite manqué de médicaments et de lumière, les réfugiés s'entassaient dans les couloirs humides. L'atmosphère faisait penser à un navire prenant l'eau, chaque fuite aggravant la panique. La chaîne de commandement, déjà fragilisée, a explosé sous la pression. Au sommet, les chefs politiques s'accusaient mutuellement, qui avaient négligé quelle alerte, qui avaient sous-estimé le danger, qui avaient promis plus de renforts qu'il n'en existait vraiment. Dans les couloirs du pouvoir, une frénésie s'est installée. Les ministres convoquaient que des réunions d'urgence, exigeaient des explications, cherchaient un bouc émissaire tandis que la population voulait juste survivre à la nuit. Dans la rue, la rumeur courait, certains parlaient de trahison, d'autres de sabotage. Partout, la confiance s'effritait, même entre voisins. L'état-major militaire, saturé de rapports contradictoires, perdait le fil. Chaque erreur se payait cher. Un bataillon perdu ici, une route coupée là, et c'est tout l'équilibre qui vacille. Les conséquences sont immédiates. La société se fracture, la gouvernance chancelle. Des groupes politiques profitent du chaos pour remettre en cause la direction du pays. Les réseaux sociaux bruisent de l'eau d'accusations et de théories. Plus personne ne sait vraiment qui a le contrôle, ni ce que résister signifie encore quand tout s'organise autour de la survie la plus basique. Sur le terrain, la résistance s'effrite. La fatigue ronge chaque décision, les mouvements deviennent désordonnés, les pertes augmentent. Chaque nuit, la peur se propage plus vite que les alertes officielles. Et dans l'obscurité, un constat s'impose. La logistique n'est plus un filet de sécurité, mais un gouffre où s'évanouissent les efforts de toute une nation. Mais parfois, la pire menace ne frappe pas avec fracas. Elle s'insinue, silencieuse, coupe la lumière, paralyse les réseaux. Quand tout devient noir, c'est l'idée même de progrès qui s'éteint. En Ukraine, la lumière est devenue la nouvelle monnaie. Chaque watt compte, chaque minute d'électricité est disputée comme un morceau de pain en temps de famine.
Dans les rues de Kiev, d'Odessa ou de Kharkiv, les gens guettent non plus les sirènes, mais le retour des ampoules qui s'allument, signe que la vie peut continuer, encore un peu. Depuis plusieurs semaines, les attaques ne visent de plus seulement les cibles militaires. Les infrastructures électriques sont systématiquement prises pour cible. Transformateurs, centrales thermiques et lignes haute tension, tout devient un champ de bataille invisible. Sur les réseaux circulent plus des vidéos de délégations étrangères arrivant à la hâte, venues promettre du soutien ou évaluer l'ampleur des dégâts. Les discours officiels parlent de résilience, mais en privé, les visages se ferment, les conversations s'assombrissent. L'espoir se mêle désormais au désespoir. Pour la population, la survie s'organise selon la nouvelle loi du rationnement. Chaque quartier reçoit son quota de courant, parfois quelques heures par jour, parfois moins. Les écoles adaptent leurs horaires, les entreprises installent des générateurs quand elles le peuvent. Dans certains immeubles, les habitants se relaient pour chauffer l'eau ou recharger les téléphones, redoutant l'arrivée d'un hiver sans chauffage. Les pannes deviennent le quotidien. La peur, une compagne silencieuse. Ce choc énergétique bouleverse la cohésion sociale. Certains accusent les voisins d'avoir volé du courant, d'autres soupçonnent les autorités locales de favoritisme. Les réseaux sociaux deviennent des arènes de suspicion et de rumeurs. L'entraide subsiste, mais elle porte les stigmates de la fatigue. Moins de sourires, plus de regards fuyants. Au sommet de l'État, la tension monte. Le pouvoir s'enlise dans des affrontements internes. Ministres et conseillers s'accusent mutuellement de négligence ou de trahison. Les coalitions de l'ombre se forment, dessinant déjà l'ébauche de gouvernements provisoires prêts à s'imposer en cas d'effondrement. Dans les couloirs, on murmure que la confiance du peuple s'effrite, que les promesses d'unité servent surtout à masquer les divisions profondes. Les discussions sur l'avenir du pays se teintent de résignation. Car il y a un risque qui dépasse la simple coupure de courant. Si l'énergie s'écroule, tout s'écroule, l'économie, l'armée, la société elle-même. Chaque heure perdue à colmater les brèches aggrave les pertes. Les alliés étrangers le savent, eux aussi redoutent ce scénario, car la réputation collective, la stabilité de toute la région, se joue là dans l'obscurité des villes ukrainiennes. Mais au milieu de ce chaos, certains continuent d'agir, car derrière ces ombres et ces failles, des voix refusent de céder à la panique. La résistance ne connaît pas que la lumière, elle s'invente aussi chaque nuit dans les gestes les plus inattendus. Ce ne sont pas les discours qui sauvent l'Ukraine, mais ceux qui, dans l'ombre, réparent en la lumière. Tandis que les bombes s'abattent et que les satellites filment l'ampleur des destructions, la vraie question n'est plus seulement qui possède les missiles les plus sophistiqués, c'est aussi qui chaque nuit reconnecte les câbles arrachés, rallume les hôpitaux ou assure que le dernier générateur tienne jusqu'à l'aube. Paradoxalement, l'avenir d'une nation ne tient parfois qu'à quelques fils et à celles et ceux qui refusent de les laisser rompre. Les conflits du XXIe siècle ne se gagnent pas seulement dans les salles de guerre ou dans les négociations diplomatiques. Ils se jouent d'eux dans la résilience des réseaux électriques, dans le courage silencieux des équipes d'intervention, dans la capacité d'une société à tenir debout malgré l'épuisement. Ce soir, en Ukraine, la lumière n'est jamais acquise. Chaque interruption, chaque alerte, chaque coupure de courant menace l'équilibre fragile d'une ville, d'un quartier et d'une famille. Pourtant, à chaque nouvelle attaque, il y a ces anonymes qui, sous les sirènes, réparent, improvisent et rendent possible le lendemain. C'est une lutte contre l'usure aussi bien que contre la peur, car la guerre est devenue un jeu d'usure, une bataille de nerfs, où l'adversaire cherche à semer la fatigue, la suspicion, le doute dans les esprits. La désinformation circule presque aussi vite que les drones. Elle s'infiltre dans les conversations, altère la confiance, pousse chacun à douter de tout, des autorités comme des voisins. Ce qui tient encore debout le pays, ce n'est pas un slogan ou un chef providentiel, mais une chaîne de confiance éreintée, que chacun tente de préserver. Le moindre mensonge, la plus petite défaillance, peuvent faire s'effondrer cette fragile architecture. Les réseaux de solidarité sont mis à rude épreuve. Associations, équipes de secours, simples citoyens, chacun devient, à sa façon, un maillon vital. Il faut ouvrir les yeux, dans un monde où infrastructures et réseaux sont vulnérables, où chaque euro investi peut s'envoler en fumée en quelques secondes, la pérennité d'un pays repose sur la capacité de ses habitants à s'unir et à s'adapter. Ce sont ces gestes invisibles, une lampe rallumée, un repas partagé, un message rassurant qui empêche l'effondrement brutal. Ce sont eux, bien plus que les discours officiels, qui sauvent la journée. Alors la vraie bataille ne se gagne pas devant les caméras, mais dans l'obscurité, là où l'on choisit de ne pas céder, de ne pas rompre le fil ténu qui relie encore chacun à l'espoir. Pour comprendre ce qui maintient vraiment un pays debout, il faut regarder au-delà des titres.
Se méfier des récits de pluie trop simples et se demander que reste-t-il quand tout vacille, sinon la volonté collective de tenir. Rien n'est écrit d'avance. Et si l'Ukraine tient encore, c'est grâce à ceux qui, chaque nuit, refusent dans le noir et aux sociétés qui apprennent, peu à peu, la valeur de leur propre fragilité.